Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les membres de la Chambre de commerce et de l'industrie de la région d'Assimon-Jeffen ont été informés des projets d'exploitation d'ilménite à Touliar. Une rencontre suivie d'échanges a été organisée à cet effet et les opérateurs économiques ont exprimé leur volonté de collaborer à ce projet d'envergure. Tous se disent prêts à s'unir pour relancer l'économie à Touliar. Judicaël Rangenerin. Un vent d'espoir souffle sur l'économie de Touliar. Une rencontre de grande importance a eu lieu entre les responsables du projet d'exploitation de l'ilménite et la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Assimon-Jeffen. L'objectif est clair, générer des retombées économiques tout en respectant les communautés locales et l'environnement. Les opérateurs économiques de Touliar souhaitent s'impliquer activement dans cette démarche, explique Vainsou Alain, président de la CCI Assimon-Jeffen. Les 35 membres consulaires présents à cette réunion représentent l'ensemble des opérateurs économiques de la région. Cette rencontre était nécessaire car un projet d'une telle ampleur ne peut avancer seul. Il doit prendre en compte l'intérêt de tous. Cette réunion marque une intégration plus profonde du projet d'ilménite dans l'économie de Touliar. Elle garantit également des retombées positives pour la région d'Assimon-Jeffen et ses habitants, notamment ceux vivant dans les zones directement concernées par l'exploitation. Et direction dans le nord du pays où Antala deviendra le centre de production de semences de riz hybrides pour la région Sava. La production est déjà opérationnelle sur place, comme l'a constaté la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Tainania Vurazanamaev, lors d'une visite effectuée hier avec une délégation de techniciens venus de Chine, experts en production de semences hybrides. Selon les explications, une extension des surfaces de culture est également prévue. Andeniana Martina sur les images de Sech Andjanab. Une étape majeure vers l'autosuffisance alimentaire est en cours dans le district d'Antala. C'est là que se trouve le site pilote de production de semences de riz hybrides en partenariat avec l'entreprise Yuans. Depuis 2014, ce projet de production de semences à croissance rapide et de haute qualité a déjà porté ses fruits sur une surface de 6 hectares. La délégation a visité ce champ et a également assisté à des démonstrations visant à augmenter la production et à renforcer la capacité de multiplication des semences. La production locale de semences hybrides est porteuse d'espoir pour les agriculteurs du district, selon le député élu à Antala. En utilisant des semences à haut rendement produites localement, les paysans peuvent atteindre jusqu'à 8 tonnes par hectare, ce qui améliorera considérablement leur niveau de vie. Ce projet stratégique s'inscrit dans la politique nationale visant l'autosuffisance alimentaire. Il contribue à assurer un approvisionnement alimentaire durable tout en dynamisant l'économie locale. Grâce à l'accord signé l'an dernier avec la République populaire de Chine, Madagascar bénéficie aujourd'hui d'un appui pour produire ses propres semences. À terme, cela mettra fin à l'importation de semences étrangères. La secrétaire d'État Taïnia Vrazanamaev a souligné que ce genre d'initiative permettra d'atteindre plus rapidement les objectifs fixés par le président de la République Andrazouel, à savoir produire localement des semences à haut rendement. Au-delà de la vision pour l'indépendance alimentaire, ce projet répond également à la politique générale de l'État et au plan stratégique du président Andrazouel pour la transformation agricole. En tourisme, le Kenya et Madagascar vont désormais collaborer pour dynamiser les secteurs du tourisme et de l'artisanat. Les deux pays vont concevoir ensemble des projets communs destinés à attirer les touristes internationaux. Néanmoins, Madagascar reste ouvert à des coopérations avec d'autres pays. Fajesena Mirai. La participation de Madagascar au sommet Afrique-Amérique sur le tourisme, qui s'est tenu la semaine dernière à Livingstone en Zambie, a ouvert la voie à de nouvelles coopérations. Parmi ces dernières, le partenariat entre Madagascar et le Kenya, qui ne se limitera pas au domaine du tourisme, mais s'étendra aussi à l'artisanat.
Cette coopération vise notamment les échanges d'expériences, la promotion conjointe des destinations touristiques et la facilitation de la mobilité des touristes dans la région de l'Afrique de l'Est et dans l'océan Indien. La formation des professionnels dans le secteur du tourisme fait partie des points abordés. Toutefois, Madagascar ne compte pas se limiter au Kenya, mais s'ouvrira à la collaboration avec d'autres pays, souligne la ministre Viviane Dewa. La participation de Madagascar à ces grands événements internationaux s'inscrit pleinement dans une stratégie de promotion du tourisme. Littérature à présent, l'œuvre de l'écrivain Assad Bougla a été présentée aujourd'hui à la mosquée de 67 hectares. Bien qu'il soit originaire de l'île Maurice, Assad Bougla a publié un livre retraçant l'histoire de Madagascar intitulé Sourabé. Le sourabé est une écriture en caractère arabe utilisée autrefois à Madagascar, bien avant l'introduction de l'alphabet occidental. Un reportage de Judica El-Rajeri. Sourabé, ou l'alphabet d'origine arabe, utilisé par les peuples du sud-est de l'île, notamment par des migrants venus d'Asie et d'Indonésie, a inspiré Assad Bougla pour la rédaction de son ouvrage présenté ce jour. Ce livre relate l'histoire de la société malgache depuis sa fondation. Il met en lumière des épisodes ignorés par les auteurs occidentaux et rarement enseignés au grand public. L'histoire qu'on raconte, c'est raconté par les eurocentriques. Ils racontent seulement la partie de l'histoire. Alors je raconte les choses que les gens ne connaissent pas tellement. Le livre est disponible en français et en anglais afin que les étrangers puissent eux aussi découvrir l'histoire de Madagascar. Pour les Malgaches en particulier, les personnes présentes aujourd'hui ont souligné l'importance de connaître les faits historiques consignés dans le Sourabé. Ce livre est le fruit de 37 années de recherche menées à Madagascar. Il constitue une ressource précieuse pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et souhaitent approfondir leurs connaissances. Il se peut que mon livre n'est pas complet, parce que chaque fois que je viens à Madagascar, il y a quelque chose à découvrir. J'espère que les éditions ils vont prendre les relais, ils vont encore enrichir l'histoire de Madagascar. Avant de rédiger cet ouvrage sur l'histoire de Madagascar, Assad Bougla avait déjà écrit plusieurs livres sur l'histoire d'autres pays, notamment celle de l'île Maurice et de l'île Rodrigue. Sourabé est son 12e ouvrage. Dans un tout autre sujet, l'achèvement de 3 grands projets, à savoir l'autoroute, la route du Soleil et le barrage de Vouloubé, sont attendus par les natifs d'Antsranan, réunis au sein du FISAFA. Grâce à ces projets, Toamasn sera la capitale économique de la région, selon le président du FISAFA. Détails sur les images de Yves Janel. Tous les membres de FISAFA, l'association des natifs de la région Est, œuvrent ensemble pour le développement de la région. Le ministère des Travaux publics en est notamment un membre actif. Les natifs de la région placent ainsi leur espoir dans l'accomplissement du rêve de voir Toamasn devenir une véritable capitale économique, cela à travers l'achèvement de l'autoroute, de la route du Soleil et du projet énergétique Vouloubé. Hier, l'association a organisé la cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2025. Cela a aussi été l'occasion de présenter les membres qui composent le nouveau bureau. À noter que le FISAFA est représenté dans les 7 districts qui composent la région Atsnanan. Et une association chrétienne a organisé hier à Tananaren une formation à l'intention des entrepreneurs. Le thème abordé était Afachus, littéralement débarrasser de ses dettes. L'objectif est d'enseigner aux entrepreneurs, notamment aux petits entrepreneurs, les bonnes pratiques de gestion afin de garantir le succès de leur activité. Détails sur les images de Yves Janel. De nos jours, nombreux sont les particuliers et les petits entrepreneurs qui se retrouvent pris dans la spirale de l'endettement. Le non-remboursement des prêts peut entraîner des tensions au sein de la société. Or, selon l'expérience des membres de cette association chrétienne, il est tout à fait possible de réussir dans l'entrepreneuriat en s'appuyant sur des principes bibliques.
Ces enseignants de la parole de Dieu ont partagé cette expérience hier à Tanarine à travers une formation portant sur le thème Afachus, débarrasser de ses dettes. Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt pour ce sujet. Outre l'organisation de formation, cette association propose également des enseignements bibliques. Dans les actualités internationales, au moins 21 personnes ont été tuées et 83 autres blessées dimanche matin par un tir de missile balistique russe en plein centre de Soumy, village du nord de l'Ukraine, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur. France 24. Alors les circonstances, ce sont le centre-ville d'une capitale régionale, un dimanche où il fait relativement tiède en Ukraine après une période où il faisait assez froid. Les gens se rendaient à l'église et au cimetière. Peut-être que vous voyez dans les images qu'on a, un bus a été détruit. Parmi les morts, certains, d'après mes informations, étaient des passagers sur le bus. Parmi les blessés, 2 seraient dans un état grave. Selon les autorités, leur vie est en danger. 10 auraient été hospitalisés. Les autres sont relativement légers. Il est trop tôt, je pense, pour déterminer pourquoi les Russes ont décidé de cibler cet endroit exact à ce moment exactement. Bien sûr, Volodymyr Zelensky dénonce une attaque qui visait délibérément à tuer des civils, comme on a vu à Kryvyi Rih, sa ville natale, la semaine dernière. Il y a parmi les bâtiments qui ont été touchés, les bureaux du Centre régional pour la protection des droits de l'homme qui, d'après le ombudsman au Parlement ukrainien pour les droits de l'homme, Dmytro Lubinets, aurait été complètement détruit. Monsieur Lubinets, lui aussi, dit que c'était une attaque cynique qui visait les civils. Peut-être qu'il convient tout de même de rappeler que Soumy est un peu au centre de l'attention militaire en ce moment parce qu'après avoir chassé les forces ukrainiennes de la partie de la région russe de Koursk qu'ils avaient occupée, les Russes tentent de pénétrer dans cette région ukrainienne de Soumy, donc au nord et au nord-est de la capitale régionale. Ils n'ont pas vraiment les forces ni on pense l'intention d'essayer de prendre la capitale, mais frapper la capitale régionale, c'est aussi frapper la logistique militaire ukrainienne occupée à défendre cette partie du nord-est du pays. Non, depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, presque immédiatement, les Ukrainiens ont commencé à dire qu'il y avait eu des violations côté russe. Et les Russes aussi ont dit que les Ukrainiens ont continué, mais les Ukrainiens avaient dit que si les Russes ne respectaient pas ce cessez-le-feu, ils répliqueraient. Peut-être que c'est nécessaire de rappeler que ce cessez-le-feu ne couvre pas des frappes sur des centres-villes, même s'il y a des civils, mais était très limité uniquement sur les infrastructures énergétiques, donc des centrales électriques, des bases de pétrole, ce que les Ukrainiens ciblent le plus en Russie. Mais visiblement, même ce cessez-le-feu-là ne tient pas. Et le président serbe a lancé un mouvement politique transpartisan véritablement populaire lors d'un rassemblement organisé pour répondre aux manifestations qui secouent le pays et son mandat qu'il a attribué à des puissances étrangères contre la Serbie libre. France 24. Le plus grand drapeau serbe de l'histoire, déployé dans les rues de Belgrade. Un patriotisme exacerbé, appelé de ses voeux par le président du pays, Aleksandar Vučić. Depuis novembre et l'effondrement meurtrier du toit d'une gare à Novi Sad, lui et son gouvernement sont la cible de manifestations d'ampleur. Des centaines de milliers de personnes ont défilé pour dénoncer la corruption généralisée. Avec ce rassemblement, il espère montrer qu'il a toujours le soutien d'une partie de la population. Un nouveau mouvement politique doit aussi voir le jour. Je suis venu ici pour apporter mon soutien au président Vučić et à l'État serbe. Il faut que cette folie se calme. Nous en avons eu assez au cours des 5 derniers mois. J'espère qu'à partir de lundi, les choses vont se normaliser et que les étudiants qui sont en grève vont rejoindre ceux qui veulent étudier. Le président accuse les étudiants qui mènent le mouvement de menacer la stabilité du pays et d'être payés par des pays occidentaux pour fomenter un coup d'État. Cette attaque contre la Serbie n'a pas commencé en Serbie, elle est venue de l'étranger.
Et ne vous faites pas d'illusions, elle est venue de l'étranger, car certains à l'étranger ne veulent pas d'une Serbie libre, indépendante et souveraine. Pas de quoi désarçonner les étudiants. Ils se sont rassemblés un peu plus tôt à Novi Pazar, où ils dénoncent les brutalités policières, mais aussi l'expulsion de ressortissants croates venus soutenir les manifestants. Nous voulons que le système change. Le système en général ne fonctionne pas. Les institutions ne fonctionnent pas. Des changements sont nécessaires. Cette oppression du peuple et de tout le pays ne peut plus être tolérée à cause de plusieurs imbéciles. Je m'attends à des changements très bientôt. Un groupe de 80 cyclistes fait route vers le Parlement européen à Strasbourg, où il entend dénoncer la corruption de l'État serbe. Ils doivent arriver sur place le 15 avril. Pour terminer, 2 missiles israéliens ont frappé dans la nuit du samedi à dimanche un bâtiment dans l'enceinte d'un grand hôpital à Gaza, détruisant les urgences et l'accueil, a déclaré le personnel médical. France 24. L'armée israélienne en pleine opération dans la bande de Gaza. Ses troupes ont pris le contrôle d'un couloir qui coupe le sud de l'enclave d'est en ouest, le corridor de Morag. Selon des photos publiées par les forces armées israéliennes, des travaux sont en cours dans la zone. Ce couloir n'avait jamais été sous le contrôle total d'Israël. Il lui permet désormais d'établir une zone de sécurité qui va de la frontière égyptienne au corridor. Mais l'armée ne veut pas s'arrêter là et continue ses frappes. Si le Hamas persiste dans son refus et ne libère pas rapidement les otages, les forces armées engageront des combats intenses dans tout Gaza, jusqu'à ce que tous les otages soient libérés et que le Hamas soit vaincu. L'armée a appelé des dizaines de milliers d'habitants à évacuer Khan Younes, en prévision de représailles suite à des tirs de roquettes du Hamas depuis le sud de l'enclave. Depuis la fin de la trêve le 17 mars, il y aurait eu plus de 224 frappes israéliennes sur Gaza selon l'ONU. Une partie d'entre elles aurait touché des cibles uniquement civiles, notamment des femmes et des enfants. Le Haut Commissariat pointe également du doigt les ordres d'évacuation qui constitueraient une violation des droits de l'homme. L'émission croissante par les forces israéliennes d'ordre d'évacuation, qui sont en fait des ordres de déplacement, a entraîné le transfert forcé des Palestiniens de Gaza dans des espaces de plus en plus restreints, où ils n'ont que peu ou pas d'accès à des services vitaux, tels que l'eau, la nourriture et les abris, et où ils continuent d'être soumis à des attaques. En parallèle pourtant, les discussions sur un second accord de cessez-le-feu continuent. Le Hamas dit espérer de réels progrès alors qu'une délégation de l'organisation rencontre des médiateurs en Égypte. Le groupe a diffusé une vidéo d'un otage encore en vie qui n'a pas été authentifié pour l'heure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film The Rescue. Au revoir et bonne soirée sur Viva.